Bonjour mes chers élèves, je suis content de m'adresser à vous dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter une introduction du cours de sciences de la vie et de la Terre qui s'adresse aux élèves de la deuxième année du bac, sciences expérimentales, option sciences physiques et sciences de la vie et de la Terre. Je vais vous présenter une introduction de la première unité qui s'intitule Consommation de la matière organique et flux d'énergie au niveau cellulaire. Bien, donc dans un premier temps, je vais vous présenter les prérequis indispensables pour aborder cette première unité. Donc j'ai noté ici un certain nombre de points intéressants. Premier point, la cellule, unité structurale et fonctionnelle des organismes vivants. Donc vous devez avoir une idée générale sur l'importance de la notion de cellule comme une unité fonctionnelle et structurelle des êtres vivants. Donc dans le monde vivant, on trouve des prokaryotes, des eucaryotes et des virus. Les prokaryotes, ce sont généralement des bactéries qui n'ont pas de noyau distinct et ce sont des micro-organismes généralement unicellulaires et hétérotrophes, c'est-à-dire des cellules qui ont besoin de consommer de la matière organique dans leur nutrition. Pour les eucaryotes, on trouve généralement trois catégories. Les organismes animaux, c'est-à-dire le règne animal, que ce soit donc des organismes unicellulaires ou pluricellulaires. Donc l'unité de base, c'est ce qu'on appelle la cellule animale. Pour les plantes chlorophylliennes, on parle de la cellule végétale. Dans le domaine des plantes chlorophylliennes, on peut trouver aussi des organismes unicellulaires et pluricellulaires. Troisième catégorie des eucaryotes, c'est le règne des champignons, dans lesquels on trouve aussi des champignons unicellulaires et des champignons pluricellulaires. Ce qui est en commun entre les eucaryotes, c'est la présence d'un noyau bien délimité par une enveloppe qui le sépare donc du reste du cytoplasme, et le noyau renferme plusieurs chromosomes spécifiques et caractéristiques pour chaque espèce. En ce qui concerne le mode de nutrition, ce qui est en commun entre la cellule animale et la cellule des champignons, c'est qu'il s'agit de cellules hétérotrophes, c'est-à-dire dans la nutrition, on doit retrouver de la matière organique en plus des substances minérales comme l'eau et les sels minéraux. Ce qui distingue donc la cellule végétale, qui constitue donc la cellule des plantes chlorophylliennes, c'est qu'il s'agit de cellules autotrophes, c'est-à-dire des cellules qui constituent des organismes capables d'effectuer la photosynthèse. Et vous savez très bien, à partir de ce que vous avez étudié l'an dernier, que la photosynthèse permet de synthétiser la matière organique à partir de la matière minérale, c'est-à-dire synthétiser les lipides, les protéines, les glucides à partir de l'eau et des ions minéraux et du dioxyde de carbone absorbé au niveau de l'atmosphère. Eh bien, toujours parlant de cellules, les cellules sont constituées d'organites cellulaires comme la membrane plasmique, le cytoplasme, le noyau, les chloroplastes pour les cellules chlorophylliennes, etc. Donc ça, c'est la structure de base de la cellule. Ici, un principe aussi, un concept important, c'est la production de la matière organique à travers la photosynthèse. Donc c'est ce que vous avez vu l'an dernier. C'est-à-dire que les plantes chlorophylliennes consomment l'eau, les ions minéraux, le dioxyde de carbone et absorbent à travers la chlorophylle l'énergie lumineuse du soleil pour synthétiser les molécules organiques qui sont principalement les lipides, les protéines et les glucides.
Autre notion importante, la notion de biomasse. Donc la biomasse, c'est la matière qui constitue un être vivant. Donc la matière qui constitue par exemple un organisme humain ou un arbre, c'est ce qu'on appelle la biomasse. Dans cette biomasse, on trouve plusieurs catégories de molécules. Et on peut faire donc la distinction entre les substances minérales et les substances organiques. Les substances minérales sont essentiellement donc l'eau et les ions minéraux, et les substances organiques sont en majorité les lipides, les protides et les glucides. Bien sûr, il y a d'autres substances organiques qui sont présentes dans la cellule avec des quantités relativement faibles. C'est le cas par exemple des vitamines ou bien des acides nucléiques, c'est-à-dire l'ADN qui constitue le support de l'information génétique, comme on le verra plus tard. Autre idée importante, c'est qu'il faut toujours avoir, au moins, essayer à chaque fois d'imaginer l'organisation hiérarchisée de l'organisme vivant. Eh bien, qu'est-ce qu'on entend par l'organisation hiérarchisée de l'organisme vivant? C'est, si vous voulez, un être vivant est constitué d'un certain nombre d'éléments qui sont imbriqués les uns au sein des autres, de l'infiniment petit, ou bien du plus petit jusqu'au plus grand. Eh bien, les unités de base, ce sont des molécules, et dans les molécules, donc, on peut trouver de petites molécules de base, comme les acides aminés, comme l'eau, comme le glucose, ou bien des molécules relativement complexes, relativement de grande taille, c'est ce qu'on appelle généralement les macromolécules. C'est le cas par exemple des protéines ou bien de la molécule du glycogène. L'assemblage des molécules, ça nous donne des organites cellulaires. Donc, organites cellulaires, par exemple, le noyau, la membrane cytoplasmique, le chloroplaste, ce sont tous des exemples d'organites cellulaires. Un ensemble d'organites cellulaires constitue des cellules. Un ensemble de cellules constitue des tissus. Généralement, un tissu réunit des cellules qui ont les mêmes fonctions biologiques ou bien au moins des fonctions plus ou moins compatibles, complémentaires, je dirais. Donc, un tissu, c'est un ensemble de cellules qui accomplissent des fonctions biologiques bien précises. Et un ensemble de tissus, ça constitue un organe. Donc, on dit par exemple le cœur, c'est un organe, le foie, c'est un organe, etc. Et un ensemble d'organes constitue un organisme, comme un organisme humain, ou bien un arbre, ou un animal, ou autre chose. Autre point, le rôle de la circulation sanguine dans le transport des gaz respiratoires, des nutriments et des déchets. Donc, le sang, vous avez vu donc la circulation sanguine au niveau du programme de la 3e année du cycle secondaire collégial. Donc, il faut avoir donc une idée sur le sang comme étant un liquide qui circule dans les artères, les veines et les capillaires sanguins. Il part du cœur à travers les artères et il revient au cœur à travers les veines. Et entre les artères et les artérioles d'une part et les vénules et les veines d'autre part, les vaisseaux sanguins qui assurent donc la continuité entre le système veineux et le système artériel, eh bien ce sont les capillaires sanguins. Dans chaque tissu, on retrouve un réseau très dense de capillaires sanguins qui entourent les cellules. Eh bien, ces capillaires sanguins, c'est le lieu d'échange entre le sang et les cellules de chaque tissu et de chaque organe. Lorsqu'on parle d'échange entre les cellules et le sang,
eh bien, c'est-à-dire d'une part la consommation des nutriments, la consommation du dioxygène et le rejet des déchets et du dioxyde de carbone. Donc, il faut toujours donc avoir à l'esprit l'importance de la circulation sanguine et l'importance des capillaires sanguins comme surface d'échange entre les cellules et le sang et le lien entre le système artériel et le système veineux. Ceci donc nous mène vers la structure générale du système circulatoire, à savoir le cœur, les veines, les artères et les capillaires sanguins. Et comme je viens de le dire, vous devez savoir donc le rôle des capillaires sanguins dans les échanges entre le sang et les cellules. Vous avez vu aussi en troisième année du cycle secondaire collégial le muscle squelettique et son rôle dans l'accomplissement de divers mouvements de notre organisme, notamment donc le mouvement des segments au niveau des articulations. Donc les muscles squelettiques, ce sont les muscles qui sont attachés au squelette et qui assurent les différents mouvements de notre organisme à travers le mouvement des articulations, c'est-à-dire le lieu de rencontre des différents segments, des os de différents segments de notre organisme. Donc il faut avoir toujours une idée sur la notion de muscle squelettique et son rapport avec les os et les articulations. Et puis, dernier point, c'est la classification des organismes vivants. Donc, nous avons des organismes vivants unicellulaires et pluricellulaires. Donc, la notion de cellule. Donc, on a la cellule animale, la cellule végétale, donc par rapport aux végétaux chlorophylliens, la cellule des champignons, des bactéries et les virus. Donc, vous devez aussi savoir que les virus, ce ne sont pas des cellules. Ce sont des particules qui contiennent essentiellement, donc obligatoirement, un acide nucléique, c'est-à-dire une substance qui est donc le support de leur programme génétique, mais les virus ne peuvent pas se multiplier d'eux-mêmes et doivent obligatoirement parasiter une cellule vivante. Donc c'est une particularité qui distingue les virus de tout le reste, c'est-à-dire des cellules animales, cellules végétales, cellules de champignons et cellules bactériennes. Ici, dans ce schéma, donc, je vous présente donc un exemple de cellule. C'est un exemple de cellule eucaryote, c'est la cellule animale. Et comme vous pouvez le constater sur ce schéma-là, eh bien, nous avons donc ici la cellule, elle est entourée elle est délimitée par une membrane cytoplasmique et contient essentiellement donc un noyau, donc, puisque pour la cellule animale il s'agit donc d'une cellule eucaryote, donc le noyau contient plusieurs chromosomes, et les chromosomes, donc ce qui est important dans le chromosome, c'est l'ADN qui est le support du programme génétique, comme on le verra plus tard. Donc, entre le noyau et la membrane cytoplasmique, vous avez donc ici un espace qu'on appelle tout simplement cytoplasme. Donc, cytoplasme veut dire littéralement le liquide de la cellule. Mais ce liquide de la cellule contient plusieurs éléments qu'on appelle organites cellulaires. Ici, donc, je donne l'exemple de la vacuole. Et il y a aussi donc l'exemple des chloroplastes pour les plantes. Donc ça ne concerne pas la cellule animale. Donc pour la cellule végétale, on peut dire comme exemple, on peut citer comme exemple d'organite cellulaire le chloroplaste, qui est le siège des réactions biochimiques de la photosynthèse. Ici, nous avons la mitochondrie. Donc les mitochondries, ce sont des organites cellulaires qui, comme on le verra, joue un rôle très important dans le phénomène de la respiration cellulaire. Donc, grosso modo, on va dire, pour la cellule
animale et aussi pour la cellule eucaryote de façon générale d'ailleurs, nous avons donc membrane cytoplasmique, noyau et cytoplasme qui contient plusieurs organites cellulaires. Ici, sur cette diapositive, je vous présente une comparaison entre deux phénomènes très importants dans la nature, à savoir la photosynthèse et la respiration cellulaire. Donc, l'an dernier, vous avez vu la photosynthèse. Donc, si on veut un petit peu résumer ce que c'est que la photosynthèse, eh bien, tout simplement, c'est la synthèse de la matière organique à partir de la matière minérale en utilisant l'énergie lumineuse du soleil et les organites cellulaires qu'on retrouve au sein de la cellule végétale chlorophyllienne, qui sont donc le siège des principales réactions biochimiques de la photosynthèse. Eh bien, ces organites, ce sont les chloroplastes. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau des chloroplastes? Il y a donc la synthèse de la matière organique. Et généralement, on prend comme exemple type de matière organique, eh bien, on prend les glucides, les sucres. Et pour les sucres, donc l'exemple type, dont on parle beaucoup, c'est généralement le glucose. Et donc, on peut synthétiser le glucose à partir du à partir du dioxyde de carbone et de l'eau, donc CO2 plus H2O. Ça va vous donner donc matière organique, donc exemple type glucose. Et cette réaction, donc cette activité chimique va aussi avoir comme résultat la libération du dioxygène. Eh bien, cette donc, transformation du dioxyde de carbone et de l'eau en sucre, avec élimination du dioxygène, donc c'est une série de réactions biochimiques qui se déroulent essentiellement au sein du chloroplaste, en utilisant l'énergie lumineuse du soleil et un capteur de cette énergie, donc c'est la molécule clé qui permet de capter cette énergie lumineuse du soleil, c'est la chlorophylle, ce pigment vert qui caractérise toutes les plantes, tous les végétaux chlorophylliens. Donc ça, c'est en ce qui concerne la photosynthèse. En ce qui concerne la respiration cellulaire, eh bien la respiration cellulaire, c'est un petit peu, si vous voulez, l'inverse de la photosynthèse. C'est-à-dire, à travers la respiration cellulaire, on a la dégradation de la matière organique, c'est-à-dire si l'on prend par exemple le cas du glucose, eh bien on va transformer le glucose qui va réagir avec le dioxygène pour donc restituer le dioxyde de carbone et l'eau. Donc si vous voulez, c'est le processus, la respiration cellulaire, c'est le processus inverse de la photosynthèse. Et si la photosynthèse donc a besoin de consommer l'énergie sous forme d'énergie lumineuse du soleil, eh bien la respiration, lorsque donc, il dégrade la matière organique par l'intervention du dioxygène, eh bien c'est un processus très important parce que c'est un processus qui produit de l'énergie pour la cellule. Cette énergie, elle est emmagasinée dans une molécule très importante, c'est la molécule clé de l'énergie cellulaire, à savoir la molécule d'ATP. Donc, les cellules ont besoin de consommer la matière organique, que ce soit les cellules eucaryotes ou bien les cellules prokaryotes. Elles consomment la matière organique soit pour synthétiser leurs propres molécules dont les cellules ont besoin, ou bien dégrader donc lorsqu'on consomme, on dégrade cette matière organique, et bien tout simplement pour produire de l'énergie. Donc si vous voulez, dans le cadre de la respiration cellulaire, nous avons donc dégradation de la matière organique avec intervention du dioxygène pour libérer de l'énergie.
Cette énergie est libérée sous forme d'ATP, et l'ATP, c'est la molécule qui est utilisée par tous les processus cellulaires consommateurs d'énergie. Donc on peut dire que la matière organique, lorsqu'elle est consommée dans le cadre de la respiration cellulaire, c'est un petit peu comme le carburant de la cellule. Vous savez très bien que, par exemple, un moteur de voiture, par exemple, il a besoin d'énergie, il a besoin d'énergie mécanique pour assurer donc le déplacement de la voiture. Et bien cette énergie, elle est donc produite par la dégradation du carburant, la combustion du combustible. Donc c'est ce qui permet la production de l'énergie. Donc pour la cellule, on ne va pas dire combustion, la dégradation de la matière organique, ou donc on va dire plus précisément des nutriments organiques par l'intervention du dioxygène, eh bien ça permet à la cellule d'assurer son approvisionnement énergétique sous forme d'ATP. Cet ATP-là est une molécule riche en énergie et qui est utilisée à chaque fois qu'il y a un processus cellulaire nécessitant de l'énergie. Donc cette comparaison entre la photosynthèse et la respiration cellulaire, c'est une comparaison très importante. Eh bien, ici, je vais tout simplement vous citer un certain nombre d'idées concernant justement l'ATP. L'ATP, cette molécule clé de l'énergie cellulaire, on l'appelle aussi la monnaie universelle de l'énergie cellulaire. Les êtres vivants tirent leur énergie de l'oxydation des nutriments organiques. Donc, si, par exemple, on veut faire une comparaison entre le moteur de la voiture et la cellule, on peut dire par exemple que le moteur de la voiture tire son énergie à partir de la combustion du carburant. Les êtres vivants, les cellules vivantes, tirent leur énergie à partir de l'oxydation des nutriments organiques. Ceci est vrai aussi bien pour les plantes chlorophylliennes, qui utilisent l'énergie des photons, c'est-à-dire l'énergie de la lumière, pour fabriquer de la matière organique qui pourra être oxydée ultérieurement. Donc même pour la cellule végétale qui produit de la matière organique à travers la photosynthèse, il va dégrader une partie de cette matière organique qui est synthétisée dans le cadre de la photosynthèse, il va la dégrader pour produire de l'énergie. Cette dégradation s'effectue essentiellement dans le cadre des réactions biochimiques de la respiration cellulaire. Et dans la respiration cellulaire, il ne faut jamais oublier l'importance capitale du dioxygène. Donc on doit consommer de la matière organique avec du dioxygène et ceci va aboutir donc à la dégradation de cette matière organique et à la libération de l'énergie qui sera donc sous forme d'ATP. Donc cette énergie donc est indispensable aux diverses fonctions biologiques de la cellule. Donc, que ce soit dans la cellule chlorophyllienne ou bien de la cellule chlorophyllienne, donc qu'on appelle cellule autotrophe, ou bien la cellule hétérotrophe, c'est-à-dire la cellule animale, ou bien la cellule des champignons, on a toujours libération de l'énergie par dégradation des substances organiques. Que ce soit ces substances organiques, que ce soit donc le cas de la photosynthèse des plantes chlorophylliennes ou bien des cellules chlorophylliennes pour lesquelles ces molécules organiques sont synthétisées par la cellule elle-même, ou bien pour le cas des cellules hétérotrophes pour lesquelles les molécules organiques proviennent de la nutrition. Donc, quelle que soit l'origine de ces molécules organiques, l'énergie est libérée par dégradation de ces molécules organiques dans le cadre de la respiration cellulaire. L'énergie libérée de cette oxydation n'est pas directement utilisable par les cellules, elle est captée par un intermédiaire qui, dans l'immense majorité des cas, se révèle être l'ATP. Donc, on va voir que l'ATP,
c'est une molécule qui joue un rôle très important dans les échanges, dans le flux d'énergie à travers la cellule, parce que à chaque fois que nous avons un phénomène qui produit d'énergie, eh bien, cette énergie est convertie en énergie chimique potentielle détenue par la molécule d'ATP. Et à chaque fois qu'on a un phénomène qui nécessite la consommation d'énergie, eh bien, c'est l'hydrolyse de l'ATP qui va libérer l'énergie nécessaire. En effet, de très nombreux événements cellulaires ou réactions métaboliques consomment de l'énergie. Cette énergie donc est libérée grâce à la rupture d'une liaison chimique covalente au sein de la molécule d'ATP. La rupture de cette liaison se déroule lors de l'hydrolyse de la molécule d'ATP. Donc on va voir un schéma qui nous montre donc ce qu'on appelle le cycle ATP-ADP. Ici, donc, les activités cellulaires qui nécessitent de l'énergie, donc on dit généralement que toutes les activités cellulaires, ou au moins la majorité des activités cellulaires, qui constituent tout simplement la vie de la cellule, nécessitent de l'énergie. Bien que ces phénomènes consommateurs d'énergie sont très diversifiés, on les a résumés dans trois principales catégories. Eh bien, on va dire, pourquoi la cellule a-t-elle besoin d'énergie? D'une part, pour accomplir toutes sortes de travail mécanique, toutes sortes de mouvements, ça nécessite de l'énergie. Ça, c'est le premier type de phénomène consommateur d'énergie. Deuxième type, c'est le transport actif. Donc, le transport actif, donc généralement, la cellule a besoin de déplacer des molécules d'un compartiment cellulaire vers un autre au sein de la cellule, ou bien la cellule peut avoir besoin d'absorber un certain nombre de molécules, ou bien de rejeter d'autres types de molécules aux d'ions. Eh bien, les échanges de différentes molécules, soit entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire, ou bien le déplacement des molécules d'un compartiment à un autre, vers un autre, c'est-à-dire d'un organelle cellulaire vers un autre, eh bien, généralement, ce déplacement de molécules, c'est ce qu'on appelle donc le transport actif. C'est un processus qui nécessite de l'énergie sous forme d'ATP. Troisième et dernière catégorie de phénomènes consommateurs d'énergie, eh bien, c'est tout simplement les synthèses biochimiques, c'est-à-dire la synthèse de différentes sortes de molécules. Donc, une cellule. Donc, vous devez savoir que à partir des nutriments, donc la cellule consomme un nombre relativement faible de catégories de molécules, mais dans le milieu intracellulaire, on va trouver des milliers, des centaines, voire des milliers de molécules différentes. Eh bien, tout simplement parce que la cellule procède à des transformations chimiques, c'est-à-dire la cellule elle est capable de synthétiser les molécules dont elle a besoin à partir des nutriments consommés. Eh bien, c'est ce qu'on appelle les synthèses biochimiques, et toutes les synthèses biochimiques, donc, ont besoin d'énergie. Eh bien, comme exemple type de synthèse biochimique, on peut citer des exemples qui sont intéressants pour les chapitres qu'on va voir par la suite. Eh bien, je peux vous citer deux exemples intéressants. C'est la synthèse des protéines à partir des acides aminés, ou bien la synthèse du glycogène à partir du glucose. Donc le glucose, c'est une molécule de petite taille, et l'assemblage, si vous voulez, des molécules de glucose, ça peut vous donner une macromolécule telle que la molécule du glycogène. On va avoir donc l'occasion de parler de cette molécule du glycogène et de son importance dans les phénomènes énergétiques de la cellule, à savoir notamment la respiration cellulaire. Et puis, l'autre exemple, c'est la synthèse des protéines à partir des acides aminés. Donc, les acides aminés, ce sont des petites molécules, et les protéines sont des molécules de grande taille. Ici, nous avons
une formule, c'est ce qu'on appelle donc la formule développée de la molécule d'ATP. Donc ATP, c'est un acronyme de adénosine triphosphate. Donc au lieu à chaque fois de dire adénosine triphosphate, on dit tout simplement ATP. Donc ça, c'est la formule développée. Vous avez ici, donc c'est une molécule organique. Vous avez les atomes d'azote, hydrogène, phosphore, oxygène. Et dans les petits points ici, là où on n'a pas indiqué aucune lettre, eh bien, ce sont les points qui sont occupés par des atomes de carbone, histoire de rappeler que la principale caractéristique de ce qu'on appelle des molécules organiques, eh bien, c'est la présence de chaînes d'atomes de carbone dans la structure de la molécule. Donc, bien sûr, vous n'avez pas besoin d'apprendre par cœur cette formule, mais tout simplement, généralement, on utilise ce schéma-là. Donc, vous avez ici ce qui est en vert, c'est le groupement adénosine. Ici, ce qui est en bleu, c'est un sucre. Et puis, les 3 P de couleur jaune, ce sont les groupements phosphate. Eh bien, qu'est-ce qui se passe au moment de l'hydrolyse de l'ATP? C'est la libération d'un groupement phosphate. Donc, on va casser une liaison covalente par une réaction qui s'appelle donc l'hydrolyse, c'est-à-dire c'est une réaction qui consomme une molécule d'eau. Donc ici, l'hydrolyse de l'ATP, ça nous donne l'ADP plus PI, c'est-à-dire l'adénosine diphosphate, c'est-à-dire 2 groupements phosphate, et l'adénosine triphosphate, c'est 3 groupements phosphate. Donc le passage de l'ATP vers l'ADP, c'est ce qu'on appelle l'hydrolyse de l'ATP. Eh bien, c'est une réaction qui s'accompagne de la libération d'une grande quantité d'énergie. Donc, c'est ça l'importance de la molécule d'ATP. Donc, on a ADP, ça va libérer ATP, ça va, par hydrolyse, ça va nous donner ADP plus PI. PI, c'est ce qu'on appelle groupement phosphate inorganique. Donc, le phosphate qui fait partie, les groupements phosphate, ça ce sont des groupements chimiques, les groupements phosphate qui font partie de la molécule d'ATP, donc ce sont constituent du phosphate organique, c'est-à-dire qui fait partie d'une molécule organique qui est tout simplement la molécule d'ATP. Lorsqu'on a donc séparation du groupement phosphate, donc on aura un groupement acide phosphorique et c'est ce qu'on appelle tout simplement le phosphate inorganique puisqu'il s'est détaché de la molécule organique et il est devenu donc tout simplement une substance purement minérale. Donc ATP, ça nous donne ADP plus PI. Eh bien, ici donc, on va vous dire l'ATP, adénosine triphosphate, est une molécule riche en énergie qui libère son énergie en se convertissant en ADP, adénosine diphosphate. Donc, si vous n'avez pas à apprendre par cœur la formule chimique de la molécule ATP, mais vous devez au moins savoir que adénosine triphosphate, c'est-à-dire 3 groupements phosphate, et adénosine diphosphate, c'est 2 groupements phosphate. Donc, l'hydrolyse de l'ATP s'accompagne de la libération d'un groupement phosphate. Donc, dans ce sens-là, c'est l'hydrolyse de l'ATP. Et dans le sens inverse, c'est la synthèse de l'ATP. Donc, l'ATP est synthétisé à partir de ADP plus PI. Eh bien, cette réaction inverse, si la réaction de l'hydrolyse d'ATP est une réaction qui libère une grande quantité d'énergie, eh bien, la réaction inverse, c'est une réaction qui produit énormément d'énergie. Bien. On a dit, donc, notre thème, c'est l'énergie cellulaire, c'est la libération de l'énergie chimique emmagasinée dans les nutriments organiques.
à travers la dégradation de ces molécules organiques. Cette dégradation ne se fait pas d'un seul coup. Pardon. Cette dégradation ne se fait pas d'un seul coup. Elle se fait à travers une série de réactions biochimiques. Eh bien, ces séries de réactions biochimiques s'appellent des voies métaboliques. Eh bien, une voie métabolique, c'est une série successive de réactions biochimiques dans lesquelles on trouve généralement que certains produits d'une réaction biochimique sont réinvestis comme réactifs de la réaction biochimique suivante, et ainsi de suite. Donc, on parle de voies métaboliques. Donc, il y a plusieurs voies métaboliques à travers lesquelles on a donc la dégradation de la matière organique pour libérer justement l'énergie qui est stockée dans ces molécules, qui est stockée dans les liaisons covalentes des molécules entre les atomes qui constituent les molécules organiques. Donc, cette libération, ça va nous donner de l'ATP. Donc, dans ces voies métaboliques, nous avons essentiellement une série de réactions qui sont généralement de type réaction d'oxydoréduction. Donc, vous avez vu en chimie ce que c'est que des réactions d'oxydoréduction. Et juste un petit rappel de ce que c'est qu'une réaction d'oxydoréduction. Eh bien, une réaction d'oxydoréduction, c'est une réaction dans laquelle il y a des molécules qui vont subir l'oxydation, c'est-à-dire des molécules qui vont perdre des électrons, et des molécules qui vont subir une réduction, c'est-à-dire qui vont gagner des électrons. Donc vous pouvez aller consulter vos manuels de chimie pour vous rappeler un petit peu de ce que c'est que des réactions d'oxydoréduction. Eh bien, dans les voies métaboliques de dégradation de la matière organique et de libération d'énergie, les réactions d'oxydoréduction jouent un rôle très important. C'est pour cela que nous avons des molécules, des molécules clés, des molécules très intéressantes dans la cellule. C'est ce qu'on appelle FAD et NAD. Donc FAD, c'est l'acronyme de flavine, adénine, dinucléotide. Et NAD, c'est la nicotinamide adénine dinucléotide. Bien. Pour vous, vous devez tout simplement vous rappeler des deux acronymes FAD et NAD. Eh bien, on a dit que l'ATP, c'est une molécule très importante. Eh bien, pourquoi l'ATP, c'est une molécule très importante? Parce que c'est l'intermédiaire entre les phénomènes producteurs d'énergie et les phénomènes consommateurs d'énergie. À chaque fois que nous avons un phénomène producteur d'énergie, eh bien cette énergie elle est utilisée pour la synthèse de l'ATP. Et à chaque fois que nous avons un phénomène cellulaire qui nécessite de l'énergie, eh bien cette énergie elle est récupérée à partir de l'hydrolyse de l'ATP. C'est pour cela qu'on dit que l'ATP est la monnaie universelle de l'énergie cellulaire, parce qu'il joue le rôle d'intermédiaire entre tous les processus cellulaires libérateurs d'énergie et les processus cellulaires consommateurs d'énergie. Donc ça, en ce qui concerne l'ATP. Donc je reviens à FAD et NAD. Eh bien ces molécules, on les appelle des transporteurs de protons et d'électrons. Eh bien pourquoi on les appelle des transporteurs de protons et d'électrons? Eh bien parce qu'ils jouent le rôle d'intermédiaire dans toutes les réactions d'oxydoréduction. Supposons par exemple que dans une réaction, une molécule A va subir une oxydation, c'est-à-dire elle va perdre des électrons, et une molécule B va subir une réduction, c'est-à-dire elle va gagner des électrons. Eh bien, les électrons dans cette réaction d'oxydoréduction ne passent pas directement de la molécule A vers la molécule B, mais il y a un intermédiaire entre les deux, et cet intermédiaire, ce sont les transporteurs de protons et d'électrons. C'est-à-dire les électrons, par exemple, la molécule A va libérer des électrons et des protons,
lorsqu'on parle de protons, ce sont des ions H+. Donc si la molécule A va libérer des ions H+, et des électrons, eh bien ces électrons et ces protons vont être pris en charge dans un premier temps par FAD ou NAD, qui deviennent respectivement FADH2 ou bien NADH+. Et dans un deuxième temps, ces protons et ces électrons vont être donc acheminés vers la molécule B qui va subir la réduction. Donc ce sont des intermédiaires, puisque vous savez donc que dans une réaction d'oxydoréduction, il y a une molécule A qui va céder des électrons et qui s'accompagne généralement de protons, donc elle va céder des électrons et des protons, et une molécule B qui va recevoir ces protons et ces électrons, eh bien, ces transporteurs de protons et d'électrons, donc c'est-à-dire FAD et NAD, ils vont jouer le rôle d'intermédiaire. Donc, tout ce qu'on doit savoir, c'est que les réactions biochimiques qui libèrent de l'énergie sont généralement des réactions d'oxydoréduction. Donc, la réaction d'oxydoréduction, ils ont un rôle capital dans ce qu'on appelle le flux d'énergie à l'intérieur de la cellule. Et bien, qu'est-ce que c'est que le flux d'énergie? C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la cellule, l'énergie peut prendre plusieurs formes. On peut avoir dans un premier temps, par exemple, de l'énergie chimique sous forme de la molécule, donc emmagasinée dans la molécule du glucose, et puis on aura une série de transformations d'énergie jusqu'à aboutir, par exemple, à l'énergie chimique emmagasinée dans la molécule d'ATP, par exemple. Donc, à travers les réactions chimiques, donc il y a un parallélisme entre les réactions chimiques, les voies métaboliques qui libèrent de l'énergie, et les transformations d'énergie. Donc, lorsque l'énergie prend plusieurs formes, eh bien, on parle de flux d'énergie, plusieurs formes successives. Donc, il faut penser au concept de flux d'énergie et des molécules clés dans tout ce qui est en rapport avec le flux d'énergie, à savoir la molécule d'ATP comme intermédiaire entre tous les processus producteurs et consommateurs d'énergie et les transporteurs de protons et d'électrons qui sont intermédiaires dans le transfert des électrons et des protons, donc dans les réactions d'oxydoréduction. Et il y a donc un parallélisme entre réaction d'oxydoréduction et flux d'énergie au sein de la cellule. Bien sûr, on va voir ça en détail par la suite. Vous avez ici donc ATP plus H2O, ça c'est tout simplement la molécule d'ATP, donc c'est la synthèse de la molécule d'ATP, c'est la synthèse et l'hydrolyse. ATP plus H2O, ça donne ADP plus PI, ça c'est l'hydrolyse, et la réaction inverse, c'est la synthèse d'ATP. Ici, dans ce schéma, tout simplement, je vais vous présenter l'organisation du monde vivant. Donc, dans le monde vivant, vous avez ici, donc les virus. Les virus, ce sont des particules qui ne sont pas des cellules, ce sont des particules qui contiennent un acide nucléique, c'est-à-dire la molécule qui détient le programme génétique, mais les virus ont besoin obligatoirement de parasiter une cellule vivante. Alors, le reste du monde vivant, nous avons des cellules. Eh bien, dans cette carte, cette carte mentale, vous avez donc à droite les cellules eucaryotes, à gauche les cellules prokaryotes. Dans les cellules prokaryotes, nous avons généralement les cyanobactéries, qu'on appelle aussi les algues bleues, et les bactéries. Donc, c'est généralement des organismes unicellulaires. Les bactéries sont généralement hétérotrophes et les cyanobactéries sont autotrophes, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'effectuer la photosynthèse. Pour les eucaryotes, nous avons trois catégories.
C'est les champignons unicellulaires et pluricellulaires, et on va voir par exemple la levure comme exemple type de champignon, les animaux unicellulaires et pluricellulaires, et les végétaux chlorophylliens unicellulaires et pluricellulaires. Donc cette carte, elle est intéressante pour avoir une idée sur l'organisation du monde vivant, pour pouvoir placer chaque être vivant dans cette soi-disant classification. Lorsqu'on aura par exemple à vous parler de virus, de bactéries, de champignons, de levures, etc. Donc vous devez savoir la place de chaque catégorie d'êtres vivants dans la classification générale et simplifiée du monde vivant. Ici, c'est une classification de si vous voulez, des catégories de substances qui constituent la biomasse. Donc la biomasse, c'est la matière qui constitue un être vivant. Donc un organisme humain est fait de biomasse. Un arbre est fait de biomasse. Eh bien, qu'est-ce qu'on retrouve dans la biomasse? On retrouve d'une part les substances organiques, qui sont essentiellement les lipides, les protides et les glucides, et d'autre part les substances minérales qui sont l'eau et les sels minéraux. En solution, les sels minéraux donnent des ions, et on parle donc généralement d'ions minéraux. Et puisque dans un autre cadre, on peut parler de la matière organique dans le cadre des nutriments. Donc dans les nutriments, vous pouvez vous rappeler de ce que vous avez étudié en troisième année du cycle secondaire collégial à propos de la digestion. Les produits de la digestion, ce sont les nutriments. Et dans les nutriments, on peut aussi trouver deux catégories. Les nutriments organiques, qui sont essentiellement les lipides, les protéines, les glucides, et aussi les vitamines, qui sont des nutriments organiques, mais ils sont présents dans les cellules en très faible quantité. Et d'autre part, les nutriments minéraux, qui sont essentiellement l'eau et les sels minéraux, ou bien l'eau et les ions minéraux. Donc, cette première carte, c'est pour situer chaque être vivant dans le cadre de la classification des êtres vivants, et ici, c'est pour situer n'importe quelle substance organique, donc dans le cadre de la classification des substances organiques qui constituent des substances chimiques qui constituent les nutriments ou bien qui constituent la biomasse d'une façon générale. Donc, j'arrive donc à la fin de cette séquence dans laquelle je vous ai présenté une introduction de la première unité de votre programme de SVT, c'est-à-dire la consommation de la matière et le flux de l'énergie au niveau cellulaire. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter le premier chapitre. Eh bien, d'ici là, portez-vous bien et au revoir.